C'est ça la magie de Lambda, c'est qu'en tant que développeur, on fait les choses qu'on sait faire, qu'on aime bien faire, c'est écrire du code, mais pas déployer de l'infrastructure. La combinaison Lambda, Step Function et peut-être un troisième qui s'appelle Event Bridge fait qu'on peut construire des systèmes complexes aujourd'hui en serverless. Seul l'asynchronisme peut amener le fault tolerance, peut amener la scalabilité. Bienvenue dans Because, podcast qui donne la parole à tous ceux qui veulent partager pour de la meilleure tech, parce qu'on le vaut bien et que vos clients aussi. Bonjour, bienvenue à tous. Enfin bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast. Bienvenue sur Because et nous recevons aujourd'hui justement Sébastien Stormack. Bonjour Lionel, bonjour les auditeurs de Because. Bonjour, et ça nous permettra justement de pouvoir discuter de beaucoup de sujets, dont des sujets qui sont très intéressants, les lambdas, tout ce qui tourne autour des lambdas, c'est-à-dire Nitro, les hypervisors, etc. Et beaucoup d'autres sujets qui vont être très intéressants. J'espère. Ah mais j'en suis persuadé. Donc par rapport à ça, pour les personnes qui ne se connaissent pas, je te demanderai de te présenter très brièvement. Je m'appelle Sébastien Stormack, je suis développeur advocate chez AWS. Je suis en France, je suis belge, mais je suis basé en France. Parle français en tout cas j'essaye. Je suis chez Amazon depuis 10 ans, j'ai fait des tas de choses, j'ai fait du training, j'ai été manager des traîneurs, j'ai été solution architect, j'ai travaillé avec Alexa au moment du lancement d'Alexa en France, en Italie, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne. Voilà, et puis là maintenant je fais essentiellement 3 choses. Des conférences, dans le circuit des conférences, des blogs et du podcast, et puis j'essaie aussi d'écouter les feedbacks de nos clients dans les endroits où je les rencontre et de les ramener aux équipes services, et je travaille avec les équipes services pour s'assurer que nos produits soient alignés aux attentes de nos clients. Parfait, merci beaucoup. Et justement, donc aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est discuter de tous les éléments dont on parlait et sur un sujet qui est très intéressant, enfin que je trouve très intéressant, qui est justement le sujet serverless, qui est un sujet qui monte beaucoup, et aussi le sujet qui est l'event driven. Mais bon, là, premièrement, en effet, serverless. Pour AWS, qu'est-ce que c'est le serverless? Je crois qu'AWS c'était un des premiers hyperscale cloud providers à venir avec ce concept de fonction comme un service. En fait, nous, on n'aime pas trop parler IaaS, PaaS, SaaS, etc. parce qu'on se fait très vite enfermer dans une catégorie, et AWS, c'est un peu toutes ces catégories à la fois. Mais traditionnellement, quand on regarde le monde du cloud, le cloud est commencé par de l'infrastructure. C'était des API qui permettent de créer du stockage S3 ou des virtual machines EC2. Avec cela, il y a pas mal de responsabilités qui vous incombent quand même. C'est une virtual machine, vous devez la maintenir à jour, vous devez la patcher. S'il y a un problème genre Log4Shell ou une vulnérabilité SSH, c'est à vous d'appliquer les patchs, etc. Si vous avez beaucoup de succès, votre VM, vous allez en avoir besoin 2, 3, 4, 10, 100, 1000. C'est à vous de scaler votre infrastructure vers le haut pour accommoder les requêtes de vos clients, vers le bas pour protéger votre carte de crédit quand vous avez moins de trafic. Donc il y a quand même pas mal de tâches de gestion qui sont peut-être un peu moins fortes avec des containers, qui était l'évolution un peu suivante après les virtual machines, mais qui sont toujours présentes. Et en 2014, AWS a sorti un nouveau service qui s'appelait AWS Lambda. Et AWS Lambda, c'était un peu révolutionnaire à l'époque. C'était l'idée pour les développeurs de dire « Donnez-nous votre code et nous, on l'exécute ». Donc, pour un développeur, ça veut dire quoi? Ça veut dire je tape ma fonction en Python, en TypeScript, etc. On parlera peut-être plus tard des langages. Il y a beaucoup plus de langages que ça qui sont supportés, mais je tape ma fonction dans une console. Et puis, AWS fournit un environnement d'exécution pour cette fonction dont moi, développeur, je n'ai pas à me soucier. Je ne dois pas installer Linux, je ne dois pas patcher ce Linux, je ne dois pas monitorer les logs, les machins et tout, je ne dois pas m'assurer que la VM elle tourne, la redémarrer si elle s'arrête, je ne dois pas scaler si jamais j'ai 1 million d'appels de cette fonction, le truc va scaler automatiquement pour moi. Si j'ai plus d'appels, il n'y a plus d'appels, et en plus je suis facturé à l'usage. Donc il y a 2 métriques de facturation, c'est le nombre d'invocations et puis le temps CPU qui est consommé. Si ma fonction tourne pendant 30 millisecondes ou 30 secondes, évidemment c'est pas le même prix. Mais si j'utilise plus, s'il n'y a plus rien qui appelle ma fonction, je paye 0 à la fin du mois.
Et ça, c'était magique. Et pour moi, développeur qui est travaillé avec de l'infra avant, qui a dû déployer de l'infrastructure avant, c'est génialement magique parce que je peux tester une idée avec zéro investissement. Le coût de développement, ça va être 0,2, 0,3, 0,5 centimes sur ma facture à la fin du mois. Si cette idée a du succès et qu'il y a 1 million d'utilisateurs le mois prochain, j'ai rien à changer dans mon infrastructure. AWS va faire ce qu'il faut. Évidemment, je paierai plus, mais bon, si j'ai du trafic, a priori, j'ai des revenus Et des également. clients, voilà. Et puis si après il y a, je sais pas, confinement, pouf, lockdown, et plus personne ne va utiliser mon machin, ça retombe à zéro, ben j'arrête de payer. Et ça, vraiment, ça change la vie quand on est développeur, donc quand on est entrepreneur, quand on veut imaginer des startups, quand on veut innover, quand on veut tester des nouvelles idées. C'est un nouveau moyen de penser à son infrastructure. Et ça, combiné avec une autre idée dont on a un tout petit peu parlé dans la préparation de ce podcast, qui est de dire le monde est événementiel et ma fonction lambda, elle va réagir à des événements qui se passent. Un événement, ça peut être quelqu'un qui appelle une API, mais ça peut être aussi une nouvelle ligne qui apparaît dans une base de données, ça peut être un fichier qui apparaît sur S3, et ces fonctions vont se déclencher sur des événements. L'événement, ça peut être l'heure, il est 5 heures du matin, hop, il y a un job à démarrer, c'est un événement aussi. Donc cette combinaison de programmation événementielle et de function as a service, comme cette nouvelle catégorie qui a été créée par AWS et puis imitée par tout le monde après, et c'est bien, tant mieux, ça prouve que l'idée était bonne. Je pense que ça change vraiment la donne pour nous qui écrivons du code et qui déployons du code. Non, mais tout à fait. C'est vrai que ce côté lambda, on en parle beaucoup et c'est assez intéressant. Nous, de notre côté, chez Kaby, on avait justement fait un certain système avec une lambda qui permet de faire certaines actions selon un certain horaire. Et du Mhm. coup, justement, on est géré par les événements. C'est-à-dire qu'on a un événement qui part à une certaine heure, qui va déclencher la lambda, qui va ensuite exécuter certains programmes pour donner après un résultat. Donc, en effet, de ce côté-là. Et comme tu dis, ce qui est très intéressant, c'est que de notre côté, on s'intéresse beaucoup, surtout, on se focus sur le code. Parce que tout le reste, c'est géré, on délègue la gestion, en fait. C'est ça la magie de Lambda, c'est qu'en tant que développeur, on fait les choses qu'on sait faire, qu'on aime bien faire, c'est écrire du code, mais pas déployer de l'infrastructure. On n'est pas bon à ça, on n'aime pas ça, on veut pas faire ça. Désolé si vous êtes sysadmin ou DevOps et que vous écoutez ce podcast, mais nous, développeurs, et moi je mets tout, enfin même si j'ai dit que j'étais DevRel, j'ai passé des années à écrire du code dans des boîtes de consulting pour des clients, donc je me sens l'âme de développeur, je développe encore maintenant, aujourd'hui, sur des side projects, etc. On peut passer du temps à ce qu'on aime faire, ce qu'on sait faire, ce qui est écrire du code, et pas à se soucier de l'infra sous-jacente. C'est pas le même métier d'écrire une application ou de déployer cette appli en production de manière à ce qu'elle soit hautement disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7 devant 1 million de clients qui l'appellent en permanence. Dans les grandes entreprises, ce sont des équipes différentes qui s'occupent de ça. Ici, une seule personne pourrait s'occuper de ça aussi. Non, mais comme tu dis, hein. Ensuite, c'est vrai qu'il y a le métier de DevOps qui évolue et qui Oui, continue. bien Il y a sûr, le tout métier de ça, c'est pas développeur blanc ou sur noir. lequel on fait des choses. Mais ce qui est bien, voilà, en effet, ce qui est bien, comme ça, nous, on a de côté, on a du code, on a ce qu'il nous faut. Et j'avais fait quelques recherches par rapport à ça parce que j'étais intéressé par tout ce qui était lambda. Et j'aimerais que tu puisses nous expliquer comment ça fonctionne. Et je pense que ça a un lien justement avec certaines annonces qu'il y a eu justement au Re:event de cette année. C'est comment ça fonctionne. Et justement, il y avait un petit sujet sur, je suis un développeur Java, donc j'adore Mhm. Java. Et avant, justement, Lambda et Java, ça ne faisait pas bon ménage. Enfin, Ah, c'était possible, mais maintenant c'est un peu mieux. maintenant, c'est encore mieux. Alors, il y a plein de choses pour répondre à ta question, donc je vais m'embarquer dans un long tunnel d'explication. N'hésite pas à m'interrompre, à poser des questions s'il y a des choses qui sont pas claires, etc. Mhm. Lambda a commencé au début chez AWS, donc en 2014, il y a presque 10 ans déjà, comme un moyen, enfin oui, on va avoir les 9 ans de Lambda là, c'est incroyable. Là bientôt, a commencé comme
quelque chose d'asynchrone et qui réagit à des événements. Et typiquement, les événements qu'on mettait en avant à l'époque, c'est il y a une virtual machine qui démarre, il y a un volume OBS qui est attaché, vous voulez être prévenu parce que vous voulez faire des tâches en plus pour la compliance, par exemple, l'inventaire de stock, pour taguer la VM, pour vérifier qu'elle est bien taguée. Il y a l'exemple typique qu'on donnait dans tous les exemples au début, c'était il y a un fichier qui vient d'arriver sur S3, vous avez une application qui upload des fichiers sur S3, une image par exemple, et vous voulez resizer cette image pour la générer en différent. Et donc, vous écrivez du code qui réagit à des événements comme ça, qui sont plutôt liés à votre infrastructure. Même un fichier qui arrive sur S3, c'est relativement une infrastructure. C'est qu'un tout petit peu de temps après qu'on a mis Lambda devant une API Gateway, qu'on s'est dit, tiens, ça peut être aussi un bon moyen pour les développeurs d'implémenter un back-end et de mettre une API Gateway. Mais là, du coup, les Lambda devenaient synchrones. C'est un autre shift de mentalité, mais pourquoi pas. Et maintenant, il y a une bonne partie des fonctions Lambda qui sont invoquées pour des appels d'API. J'appelle une API REST ou GraphQL. Et dans le process de traitement, de collection des données, de préparation des données pour répondre, il y a des fonctions Lambda qui sont impliquées. C'est pas nécessaire, mais si moi je devais développer une API pour une application mobile aujourd'hui, c'est comme ça que je le ferais avec Lambda. Donc ça, c'était le contexte d'utilisation, le use case. Et derrière, qu'est-ce qu'il y avait ? Il y a des VM. Il y a pas, on dit c'est serverless, et je faisais souvent cette blague quand j'étais dans des conférences où je parlais de serverless. Je montrais un slide avec un data center vide, des racks, sans serveur, Il n'y a pas de rien. câble, rien. Et je disais, serverless, c'est pas ça. Il faut faire Serverless, attention aux termes. ça veut dire qu'il y a des serveurs, évidemment, il n'y a pas de magie. Il faut du CPU, de la mémoire, des câbles, du réseau, mais vous n'avez pas à le gérer. Alors, j'aime pas non plus le terme qui dit, ouais, c'est le cloud, c'est vous utilisez l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Ouais, beaucoup plus que l'ordinateur de quelqu'un d'autre. C'est l'ordinateur, le réseau, le bâtiment, le personnel, les systèmes de monitoring, les assurances incendie. C'est beaucoup la plus gestion que derrière. l'ordinateur. C'est toute l'infrastructure. Mais le serverless, c'est ça. Donc, la définition que je donnerais, moi, du serverless, si vous êtes puriste serverless, je suis ouvert à la discussion, mais ce sont des systèmes où celui qui l'utilise, donc le développeur, si on prend le cas de Lambda, n'a pas à se soucier de l'infrastructure sous-jacente. Il déploie du code et le truc va scaler automatiquement horizontalement pour s'étendre et va scaler à 0 aussi. Je crois que c'est un point important du serverless qui est un peu négligé pour le moment, y compris par AWS, mais du vrai serverless, si on est puriste, c'est aussi cette capacité à faire du scale to zero. S'il n'y a plus d'activité, il n'y a plus d'infrastructure, il n'y a plus de coûts surtout. Voilà, on ne paye 0. rien. Voilà, c'est très important. Alors, je sais que chez AWS, vous allez voir certains nouveaux services, surtout quand c'est lié à du stockage de données, où ça ne scale pas entièrement vers 0. Parce qu'une base de données, on ne peut pas la scaler à 0. Il faut que vous gardiez vos données quand même. Et donc, même si vous ne l'utilisez pas, il y a un coût. Et donc, il y a des intégristes serverless qui disent c'est pas vraiment du serverless. Et oui, techniquement, ils ont raison. Mais bon, enfin, je ne veux pas rentrer dans ce débat-là. Donc, au début, il y avait quoi ? Il y avait des virtual machines, mais ce n'est pas vous qui les gérez, c'est nous qui les gérons pour vous. La sécurité chez AWS, c'est notre première priorité. Donc, au début de Lambda, c'était un groupe de virtual machines par client. Créer une fonction Lambda. Spécifique, d'accord. Ouais, parce qu'on avait peur, enfin, je ne veux pas juger si c'est une peur raisonnée ou pas. On ne voulait pas qu'il y ait des leaks d'un environnement à l'autre. Pas question d'avoir 2 VM de 2 clients différentes et qu'à cause d'un bug ou quoi, il y ait des leaks de mémoire, de la perméabilité de mémoire ou d'IO d'une VM à l'autre, et donc d'une Lambda, on puisse voir des données ou accéder à des données ou à l'espace mémoire d'une autre Lambda d'un autre client. Hors de question. Donc pour limiter ce risque-là, on prenait des VM complètes plutôt que faire tourner 2 Lambda dans la même VM. D'accord, donc c'est cloisonné. Voilà. En gros, c'était une instance EC2 pour toi, et tes Lambda tournaient sur ton instance EC2, et s'il n'y avait plus de place, on démarrait une deuxième instance EC2, puis une troisième, puis une quatrième, et puis on scale down, donc avec de l'autoscaling. C'était entièrement cloisonné. Très bien pour la sécurité, mais pas très efficace pour nous, parce qu'on a toujours ce souci de fournir le meilleur service au moindre coût aussi, le coût le plus bas, et Lambda, ça coûte peanuts, ça coûte rien, c'est 20 centimes par million d'invocations, plus le temps CPU, donc pour le prix d'un café chez Starbucks, on a une grosse infrastructure en serverless. Très grosse infrastructure. Donc pour diminuer nos coûts, on s'est dit, ok, avoir une full virtual machine, c'est pour tourner peut-être qu'une ou deux Lambda de temps en temps, c'est pas cost-effectif de notre côté. Donc on a commencé à regarder une technologie qui s'appelle des micro-VM. Et l'idée des micro-VM, c'est plutôt que de faire tourner une VM complète, un système d'exploitation complet, c'est d'avoir vraiment le minimum nécessaire pour pouvoir tourner
Lambda. Donc, sur un host physique, on a un hyperviseur, on pourra y revenir, mais c'est un mix hardware et logiciel chez nous. Et dans cet hyperviseur, plutôt que d'avoir un OS complet ou X VM qui sont chaque fois des OS complets, on déploie des micro-VM. Et la caractéristique de ces micro-VM, elle est double. D'abord, fournir une parfaite isolation des process pour la sécurité. On ne veut pas qu'il y ait une micro-VM qui puisse voir accéder données À mémoire ou l'autre. I/O d'une autre micro-VM sur le même host physique. Et puis l'autre avantage des micro-VM, c'est un peu comme les containers, ça démarre super rapidement et ça s'arrête super rapidement aussi. Ce qui est important puisqu'on scale à 0. Donc si jamais il y a une nouvelle requête qui arrive, il faut être capable de répondre à cette requête le plus rapidement possible, surtout dans des scénarios synchrones, on appelle des PI. Donc il faut démarrer la micro-VM, démarrer la lambda, exécuter la lambda et répondre à celui qui a appelé la lambda. Et donc, on a développé notre propre technologie de micro-VM, qui est open source d'ailleurs. C'est un projet GitHub que vous pouvez Ça c'est trouver. bien. Une bonne partie de l'équipe de développement est en Europe d'ailleurs. Cocorico, disons-le clairement. Hein. Soyons fiers aussi, c'est pas que des choses qui se passent aux États-Unis. Exactement. Ça s'appelle Firecracker. Donc Firecracker, c'est la technologie micro-VM développée par AWS, spécialement dans le contexte de Lambda, mais qui a été utilisée depuis que c'est en open source par des tas d'autres clients aussi qui ont besoin de micro-VM et qui ont décidé d'utiliser cette micro-VM-là plutôt qu'une autre dans leurs infrastructures, que ce soit on-prem dans des data centers ou sur du bare metal sur AWS. C'est écrit en Rust, vous pouvez analyser le code source. C'est ultra performant, c'est ultra sécurisé. Ce sont des avantages du langage Rust. Hein. Si on doit donner 2 adjectifs pour qualifier Rust, c'est secure et rapide. Le troisième, ça serait compliqué. Il y a toujours un mais. Ben oui. Rust, si vous ne connaissez pas, c'est un langage assez bas niveau C à peu près, mais dont le compilateur offre des tas de garanties en matière de gestion de la mémoire, gestion des pointeurs, pour éviter que vous fassiez des bêtises et aller taper dans des zones mémoire qui vous sont pas attribuées. On va résumer ça comme ça. Il y a plein de choses en Rust chez AWS, le Edge CDN, l'implémentation HTTP3 par exemple sur CloudFront, c'est du Rust aussi, et puis on utilise de plus en plus Rust. Quand on a besoin de sécurité et de performance en général, c'est du Rust chez nous. Et donc maintenant, Lambda est un peu différent. On a des micro-VM qui peuvent être partagés sur le même host physique, des micro-VM pour différents clients. Qui sont démarrés à la demande la première fois qu'une fonction lambda doit s'exécuter. On démarre la micro-VM, on charge votre code Lambda, on initialise tout ce qui doit s'initialiser avant, s'il y a du chargement de classe, etc. Tu parlais de Java. Et puis, dans ta fonction Lambda, il y a un point d'entrée, c'est un handler, c'est une fonction spécifique qui est appelée. Et puis, ce container, il reste là en attendant d'un autre événement qui arrive. S'il y a un autre appel d'API, s'il y a un autre fichier qui arrive sur S3, cette même micro-VM et cette même micro-VM qui tourne la fonction lambda va être réutilisée pour une deuxième invocation, une troisième invocation, et ainsi de suite. S'il y a plus d'invocations qui arrivent en parallèle, on va démarrer plus de micro-VM pour toi, avec ta fonction lambda, qui vont pouvoir être exécutées en parallèle. Et puis, si à un moment, il y a moins de trafic et qu'il y a des micro-VM qui ne font plus rien, on va les éteindre, pour laisser la place à d'autres clients qui partagent. Et on a une flotte de machines EC2, enfin du bare metal EC2, qui tournent ces micro-VM, mais ces instances sont maintenant partagées pour plusieurs clients, ce qui nous permet d'opérer le service, de faire tourner le service à un moindre coût, et donc de garder ces prix extrêmement bas pour Lambda. Ça va, j'ai levé un coin du voile là, sur Oui, tout à fait. comment ça marche. Justement, l'information qui est intéressante, c'est que comme ça, les gens pourront savoir, la lambda, en fait, comme tu dis, c'est une instance EC2 qui est démarrée. Donc, en effet... C'est une micro-VM. Ah ouais, la micro-VM, pardon, la micro-VM qui est démarrée. Donc, il y a tout le processus de démarrage de cette micro-VM, du lancement de tous les éléments qui sont nécessaires pour qu'ensuite la lambda puisse être lancée. Et justement, le fait que ce soit une micro-VM, est-ce que c'est ça qui permet justement d'économiser du temps et que ce soit plus rapide pour le lancement? Est-ce que c'est ça? Alors oui, mais ça suffisait pas. Donc ce lancement initial, on appelle ça le cold start, le démarrage à froid. Et ce démarrage à froid, c'est quoi? C'est le temps de démarrage de la micro-VM. Ça, c'est quelques millisecondes, dizaines de millisecondes maximum. Puis, c'est le chargement du runtime du langage. Donc, si vous êtes en TypeScript, il faut une JVM JavaScript. Si vous êtes en Java, c'est le chargement de la JVM. Si c'est Python, c'est le démarrer de la virtual machine Python, et ainsi de suite. Si c'est un binaire Go, Rust, Swift, ça va beaucoup plus vite parce que c'est juste un binaire à démarrer. Il y a pas c'est pas un langage interprété.
Et puis, une fois que l'environnement d'exécution de votre code est là, il faut commencer à exécuter votre code. Mhm. Prenons l'exemple Java, par exemple. Tu utilises Spring Boot, par exemple, comme framework. Voilà. Euh, le simple fait d'importer les classes, ça va déclencher sur le class loader. Un raz-de-marée. Ouais, ça va charger toutes les classes avant même qu'elles soient utilisées. Imagine que dans le code d'initialisation, tu ouvres une connexion vers une base de données, pouf, on se prend 10, 20, 30, 40 millisecondes en plus dans ce temps d'initialisation. Et donc, la toute première fois qu'une micro-VM démarre et charge le code, la fonction lambda, elle va répondre beaucoup plus lentement que si la micro-VM est déjà démarrée et que toute cette initialisation est déjà faite. Exactement. Alors, c'est pas la toute première fois qu'on utilise la fonction lambda, c'est chaque première fois qu'il y a une micro-VM qui démarre. Donc, s'il y a Hmm. très très peu d'invocations, qu'il n'y a qu'une micro-VM qui sert la concurrence, c'est j'ai une invocation à la fois, j'ai une micro-VM et donc je paye cette pénalité qu'une seule fois. Si la concurrence commence à être 2, 3, 4, j'ai 2, 3, 4 micro-VM qui vont être instanciées et donc cette pénalité, ça ne sera pas seulement pour la première invocation de la fonction lambda, c'est chaque première invocation dans une nouvelle micro-VM. Mhm. Et donc, même sur un service qui est typiquement, quand les services sont en phase de croissance, imagine le début de la journée pour un truc lié à du business, je sais pas moi, du reporting, de notes de frais ou quoi. Tout le monde arrive au bureau en Europe entre Entre 8 neuf heures heures et et 9 heures du 10 heures. matin, bon, 10 heures à Paris, mais ailleurs c'est plus tôt. Et puis, euh, il va y avoir une montée en charge de l'infrastructure nécessaire pour répondre aux besoins des clients à ce moment-là. Et donc, ce phénomène de call start, il peut arriver des dizaines, des centaines de fois, si on instancie des centaines de fois, des centaines de micro-VM pour répondre à la charge du service. D'accord ? Donc C'est bien clair ? ça multiplie le... C'est pas un one shot. C'est à chaque phase de croissance, vous allez en avoir pour chaque micro-container, chaque micro-VM qui est démarré. Alors, est-ce que c'est un problème ou pas ? Ça dépend. Ça dépend du langage de programmation, comme j'ai dit. Il y en a qui sont par nature plus efficaces que d'autres pour ce cold start. Bizarrement, Python, TypeScript sont beaucoup plus efficaces que Java. Mhm. Évidemment, les trucs compilés comme Rust, etc., sont plus efficaces que les trucs interprétés, que les langages interprétés. Ça dépend beaucoup du développeur aussi. Est-ce que vous allez faire l'initialisation au niveau du container, donc dans le code générique, si je dois résumer, dans le constructeur de la classe, plutôt que dans la fonction elle-même? Est-ce qu'on va charger tout son framework à l'initialisation, quand le programme est chargé, ou à l'invocation de la fonction? Ça Mhm. dépend de comment. Qu'est-ce qu'on va charger? Est-ce qu'on va charger un minimum? Est-ce qu'on va charger tout? Parfois, c'est le langage qui choisit pour nous. Java est un mauvais exemple où il essaye de charger tout proactivement avant même que ça soit utilisé, même si ça ne sera pas utilisé. Et donc, les mauvais élèves de Cold Start, c'est Java. Pas à cause de Mhm. Java lui-même, c'est voilà. Java a été construit pour fonctionner il y a 30 ans sur des serveurs qui tournent 24/24, 7 jours sur 7, des serveurs Sun, Solaris qu'on installe dans des data centers, qu'on allume une fois et puis qu'on éteint une fois par an maximum pour rebooter, et puis c'est tout. Ça n'a pas été conçu pour des Ça n'a pas été environnements. fait pour Donc, ça, en je effet. veux surtout pas taper sur le langage Java. J'ai Mhm. moi-même travaillé dans le groupe Java chez Sun Microsystems pendant des années. Donc, n'allez pas mal interpréter ce que j'ai dit, mais Java est typiquement le mauvais élève de ce monde containerisé, événementiel, extrêmement dynamique. Et donc, ce qu'on a fait récemment et qu'on a annoncé à la conférence AWS re:Invent qui a eu lieu en novembre 2022, donc il y a quelques mois à Las Vegas, on a adressé ce problème du call start pour Java, et uniquement pour Java pour le moment, mais j'ai bon espoir que ça soit adressé pour d'autres également. Et comment est-ce qu'on a fait? C'est plutôt que d'arrêter les micro-VM quand on n'en a plus besoin, on les snapshot. Exactement comme vous faites un snapshot d'une VM avec VMware, par exemple, dans votre data Mhm. center. Vous savez, le snapshot, ça prend l'état de la mémoire, l'état du disque, plouf, ça fait un gros fichier. Et si je veux redémarrer la VM telle qu'elle, plouf, je reprends mon snapshot et ça va beaucoup plus vite que rebooter tout le système d'exploitation parce que mes Exactement. caches sont initialisés, mes class loaders sont initialisés, ma JVM tourne déjà, etc. Sauf que c'est une micro-VM, c'est pas une VM. Et donc, un snapshot, ça va très vite à faire et ça va très vite à Mhm. restaurer également. Et Mhm. donc, on va toujours payer le prix initial de la première micro-VM. Désolé. Celle-là, Mhm. il faut bien la démarrer. Mais après, on va la snapshotter et les autres micro-VM, on va les récupérer non pas par un boot complet de la micro-VM, mais par une restauration du snapshot. Et là, ça va aller beaucoup plus vite parce que là, on parle de quelques millisecondes pour un call start parce que la VM, elle sera déjà chargée, parce que vos classes, elles seront déjà initialisées. Alors, on ne va pas faire ça par défaut
pour toutes les lambda Java, parce qu'il y a quand même des comportements qui vont changer et qui peuvent avoir des incompatibilités avec le comportement d'avant. Mhm. Exemple, dans votre constructeur de votre classe, vous ouvriez une connexion TCP/IP persistante vers une base de données Postgres ou MySQL. Le snapshot, il ne va pas restaurer ça. Donc, ça sera à vous de restaurer la connexion TCP. Si votre fonction lambda, le D'accord. handler, si votre fonction lambda, le handler, il estimait, il pensait avoir une connexion TCP valide pour pouvoir commencer, ben non, là, il faudra quand même rajouter un peu de code pour réinitier la connexion, etc. Donc, ça peut casser la compatibilité de certaines fonctions. Autre changement, imaginez que vous aviez un système de cache dans votre fonction lambda. Mhm. Ah, on n'aura plus du coup? Si, c'est votre cache. Disons que tu as une hash map pour ne pas devoir aller toujours taper dans la base de données, etc. Mhm. Mais cette hash map, elle sera dans l'état au moment où on a freezé, où on a fait le snapshot de la virtual machine. Donc, elle sera peut-être désynchronisée par rapport aux données réelles qui sont en base de données. Donc, il faudra penser à réhydrater son cache. Ça, Mhm. c'est un autre exemple. Autre exemple, imagine que dans ta fonction lambda, tu utilises des nombres aléatoires, tu utilises /dev_random pour avoir un nombre aléatoire, pour initialiser une clé de chiffrement, etc. Mhm. Le dev random, il sera le même pour toutes tes micro-VM puisqu'il est restauré à partir du snapshot. Ah, donc ce sera potentiellement le même Potentiellement, random. exactement. Tu auras un biais très fort au niveau de la source d'entropie qui fait que Mhm. tes clés, si elles sont générées à ce niveau-là, elles seront beaucoup plus faibles que si elles étaient générées avec du vrai random. Donc, si vous avez une source de randomness pour quoi que ce soit, mais en général, c'est pour de la cryptographie qu'on utilise ça, Mhm. attention, il faut changer de source Ouais, d'entropie. faut pas faire du Voilà, donc loto c'est avec. Voilà. exactement. Donc, ce sont des petits détails. Tout ça, c'est facile à régler, mais ce sont des petits détails suffisamment importants pour qu'on ne l'ait pas activé par défaut sur toutes les fonctions lambda par défaut. C'est vous qui allez devoir dire, OK, cette fonction-là, je vais activer ce qu'on appelle snap start, Mhm. le temps donc, qui permet donc de prendre ces snapshots de VM Pour le et start. de diminuer très 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 fortement. Mais quand je dis très fortement, les ordres de grandeur, c'est de passer de 200 millisecondes à 10 millisecondes. Hein. C'est de ce genre d'ordre de grandeur-là qu'on parle. C'est relativement énorme. C'est x20, x30, x40 selon certains use cases. Diminuer le call start. Attention, c'est Mhm. disponible uniquement pour Java pour le moment. Peut-être que ça va changer dans le futur. Je ne connais pas la roadmap. C'est probable, si on me demande mon avis, mais je ne peux pas faire d'annonce. Voilà. Donc, c'est D'accord. Java uniquement. Ça peut avoir des conséquences sur votre code. Il faut peut-être changer 2-3 choses dans le code. Donc, c'est pas activé par défaut. Mhm. Et il y a un changement de facturation aussi, un tout petit peu, qui est subtil, mais je l'ai découvert après. C'est que le call start, il n'était pas facturé. Donc, on facturait le temps où Le temps d'initialisation, c'est ça? le temps d'initialisation, il n'est pas facturé sur Lambda. Donc, Ah, ça, je savais pas. le compteur commence quand on commence à exécuter votre handler. Ah. Mais avec Snapstart, ça change. Le temps de restore de la VM, il est facturé. Donc, les 10 ou 20 millisecondes qu'il faut pour restaurer la VM à partir de son snapshot, ça rentre déjà dans le temps de facturation. Donc, vous pouvez voir des petites variations de facturation aussi entre Snapstart. Snapstart n'est pas facturé en tant que tel, donc il n'y a pas un prix à l'activation de Snapstart, mais vous allez voir les temps d'exécution de votre fonction lambda, en tout cas de la première exécution, va varier un tout petit peu à cause de cette différence de manière de calculer le temps d'exécution de votre fonction lambda. Je suis clair là-dessus? Oui. Oui, oui. En tout cas, ceux qui aiment bien calculer et savoir, au niveau de leurs coûts, il faut qu'ils sachent maintenant ils le sauront, que, ce cold start est compté. Mais bon, étant donné que c'est quelques millièmes de enfin des C'est quelques dizaines de millisecondes, millisecondes. Ouais. voilà, donc bon, faut quand même faut quand même le savoir. Mais, Mhm. c'est vrai que bon, moi étant développeur Java, je suis quand même content justement qu'il y ait une solution par rapport à ça. Par C'est un des rapport à premiers pain points, comme on dit en anglais, un des premiers problèmes des développeurs lambda. C'était le cold start. Avant, il était encore pire parce que à l'époque, on peut mettre une fonction lambda dans un réseau privé, mais quand on fait ça, ce qu'on fait en dessous de la scène, on crée une interface réseau
privé, ce qu'on appelle un ENI, un Elastic Network Adapter, et on Mhm. l'attache au container. Et donc, dans le cold start, il y avait en plus le temps de création de ces interfaces réseau. C'est un peu comme s'il fallait que quelqu'un amène une carte physique Ouais, voilà, dans le redouiller serveur la avec un branche, câble pour voilà, il faut la brancher, charger et etc. tout. Donc ça a déjà été réglé il y a 1 an ou 2. Je sais plus la technique qu'ils utilisaient, mais ils ont changé un détail d'implémentation qui fait qu'il y a plus ce temps-là. Maintenant, il y avait le temps d'initialisation de l'environnement d'exécution qui, je pense, est adressé de façon intelligente. Certaines personnes, certains commentateurs, pas AWS, disaient bah, c'est comme ça qu'AWS aurait dû concevoir Lambda dès le début. Mhm. Et c'est pas normal qu'il ait fallu attendre 8 ans avant, ou 9 ans avant que ça apparaisse. Mais c'est comme ça qu'on apprend. On lance un truc, on lance une idée, on essaye de collecter du feedback, et puis on essaye d'adresser ce feedback de la façon la plus technologiquement et business raisonnable pour tout le monde. Et donc voilà, je suis content qu'on se soit enfin adressé à ce problème de cold start, spécifiquement sur Java, qui était le langage qui en souffrait le plus. Mm. En tout cas, merci pour ces précisions parce que comme ça permet à tout le monde d'en savoir un peu plus et de démystifier un peu le côté, le côté lambda. Ah, et petite précision, j'étais tombé sur une de mes missions, bon, Mhm. j'étais tombé sur certains cas. La façon de programmer les lambdas, c'était aussi quelque chose qu'il fallait voir. Par exemple, étant donné qu'on a justement le cold start, dans le cas où où on lance justement cette VM, il faut que les gens puissent savoir que si jamais on relance une même fonction, selon un certain temps, on n'a pas besoin de démarrer une nouvelle micro-VM, ça passe à l'intérieur, donc on garde la même mémoire qu'il y a. Et si on n'a pas Exactement. vidé cette mémoire, donc quelles sont les petites astuces justement que tu peux nous donner? Un petit, Ouais, petite il faut chose faire à faire attention à quand on fait ça. la même. Ouais. Bah, typiquement, les variables globales, c'est très mauvais, hein, mais on savait déjà avant lambda, faut pas utiliser de variables globales. Mhm. Pourquoi? Parce que si une fonction lambda, donc une fonction lambda, c'est une fonction dans une classe Java, on va dire ça comme ça. Mhm. Euh, et, et cette fonction va être réutilisée, le container où elle existe, cette fonction va être appelée plusieurs fois, plusieurs milliers de fois peut-être sur sa vie, pour servir des demandes différentes, qui viennent de clients différents. D'accord? Donc si cette fonction utilise une variable de classe ou une variable globale, euh, eh bien l'exécution d'une fois cette fonction peut affecter l'exécution suivante, parce qu'il y aura une trace de l'exécution passée, parce qu'il y aura un état global qui a été introduit, l'état de la variable globale. Donc il faut éviter. Dites-vous que une fonction lambda doit commencer dans l'entrée de la fonction et terminer à la fin de la fonction. Ouais, Et que tout tout ce soit qui est nettoyé avant et après. Voilà. ouais, qu'il n'y ait pas de variable de classe, de variable statique, de variable globale, sauf si c'est votre intention, un cache, ça pourrait être une bonne raison, une Mhm. connexion TCP/IP, une connexion JDBC, ça pourrait être persisté, ça c'est une bonne raison aussi, mais c'est à peu près les seules bonnes raisons que je vois. D'accord. Bon, en tout cas, merci beaucoup. Comme ça permet d'avoir quelques petites astuces, quelques petites infos. Et justement, dans mon oreille, j'ai entendu dire justement que tu avais travaillé sur Alexa. Et Mhm, au niveau des lambdas, quels sont les cas d'usage qu'on pourrait avoir? Côté serverless et autres, mhm. qu'est-ce que tu pourrais nous donner comme exemple d'utilisation des lambdas avec Alexa? Et est-ce que tu pourrais revenir très rapidement sur Alexa? Qu'est-ce que c'est? Alexa, c'est le service d'assistant personnel fourni par Amazon. Donc là, c'est plus AWS, hein, c'est Amazon, c'est la division device d'Amazon, la même qui fait les Fire TV, les tablettes et les trucs comme ça, qui, il y a une dizaine d'années, a sorti un assistant personnel vocal. Donc c'est un appareil auquel on peut parler et qui nous répond, qui nous comprend. C'est assez magique la première fois qu'on utilise Alexa. Et cet appareil vit dans des appareils qui s'appellent des échos, des appareils échos. En gros, c'est un haut-parleur, un micro connecté, et il a un mot qui le réveille, donc le micro est actif en permanence, et il y a de l'électronique sur l'appareil pour détecter un mot d'invocation, un mot qui le réveille. Dans le cas d'Alexa, c'est Alexa, je ne vais pas le dire trop fort parce qu'il y en a un derrière, là derrière moi, qui risque de se déclencher. On va dire Madame A, et donc on dit Mhm. Madame A, pour déclencher vos machines à la maison si vous nous écoutez aussi. Voilà. L'électronique locale réagit, commence à écouter, ça stream vers le cloud ce qu'elle entend, donc les micros. Dans le cloud passe une phase
extrêmement compliqué, mais tout à fait caché aux développeurs, d'analyse, de comprendre ce que j'ai voulu dire, et je peux expliquer Mmh. comment ça marche. Et puis, au final, je vais expliquer comment ça marche. On a 2 minutes? Ouais? Oui, bien sûr, on a du temps. En gros, on reçoit, un fichier WAV. On reçoit du son, et donc ce son, il faut l'analyser, et donc il est analysé par des transformés de Fourier pour détecter des vecteurs, on appelle ça, et chaque vecteur correspond à des phonèmes. Donc si on fait parler quelqu'un assez longtemps, ou un groupe de gens assez longtemps, on peut Mmh. modéliser mathématiquement tous les ensembles de sons d'une langue. Le E, le U, le A, le T, P, 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 T, D, Tous les sons, voilà. tous les Mmh. sons d'une langue. On appelle ça les phonèmes, ce sont les briques de base d'une langue. Et donc, on a des systèmes d'apprentissage machine qui vont mapper cette représentation vecteur de la voix qu'on a reçue en un groupe de phonèmes. Ensuite, on a un deuxième modèle d'intelligence artificielle qui va Mmh. grouper les phonèmes par mots. Et là, nouveau, ça marche, c'est essentiellement du statistique. On a des modèles qui dépendent de la langue. Si on a le phonème L et E, c'est probablement les. Donc ça, ce sont des modèles statistiques qui dépendent de la langue, des accents et des choses comme ça pour Mmh. former des mots. Une fois qu'on a des mots, on va essayer de les regrouper dans des phrases, d'accord? Et Mmh. là aussi, c'est un modèle linguistique qui dépend de la langue. Il y a des probabilités de séquences de mots qui sont plus hautes dans une langue que dans une autre. Donc ça marche avec des dictionnaires pour reformer les mots, ça marche avec des exemples de phrases pour reformer les phrases. Et une fois qu'on a les phrases, on en déduit des intentions. Une intention, c'est quoi? Eh ben, c'est ce que je veux faire. Si je dis Madame A, pour pas dire le vrai nom, Mmh. euh, je veux écouter RTL dans le salon, et il faut Mmh. qu'elle reconnaisse que mon intention, c'est d'avoir de la musique, que la destination, c'est l'appareil qui est capable de reproduire de la musique dans le salon. Ça peut être l'appareil Echo lui-même, ou ça peut être mon ampli connecté, ou un Sonos, ou des trucs comme ça. Et Mmh. que la source, c'est une station de radio, et donc il va travailler avec des sources de stations de radio, typiquement TuneIn sur Alexa. Mais ça pourrait être un podcast, ou ça pourrait être je veux écouter le dernier Daft Punk, et donc là, la source, c'est Spotify. Voilà, donc il y a un ensemble d'intentions avec des paramètres. Donc l'intention, c'est écouter de la musique, quoi et où. Ça, ce sont les paramètres de l'intention. Et ces Mmh. intentions sont spécifiques à des domaines. Écouter la musique, c'est un domaine. Si je dis Alexa, allume les lumières, même, c'est le domaine de la domotique. Et donc ces intentions vont être routées vers un back-end qui va être capable d'implémenter cette intention. Il y a le back-end de musique fourni par Alexa, la météo, des questions générales, de culture générale, de Chaque robotique, de chaque backend domotique. sera détaillé, en fait. D'accord. Exactement. Et puis, un truc génial avec Alexa, c'est que le système est ouvert aux développeurs des autres également, aux développeurs tiers. Un peu comme sur votre téléphone portable, quand vous achetez un iPhone ou un téléphone Android, il y a des applications qui sont fournies par le vendeur, et puis il y a un App Store où vous pouvez télécharger d'autres applications qui vont fournir d'autres capacités, d'autres capabilities, d'autres fonctionnalités à votre téléphone. Ben, sur Alexa, c'est la même chose. Il y a la possibilité pour nous, développeurs, d'écrire des applications pour Alexa, et on Mmh. peut configurer le fait de télécharger. On appelle ça une skill, c'est pas une app, c'est une skill, Mmh. donc une possibilité. Et il y a un skill store où l'utilisateur peut télécharger des jeux, des quiz, des applications Alexa. Et quand vous faites ça, quand j'active une skill sur mon Alexa, c'est pas téléchargé, hein, ça tombe dans le cloud, entendons-nous bien. Mmh. J'active un nouveau domaine au niveau du back-end Alexa qui comprendra qu'elle doit router certaines des intentions qu'elle entend. Donc toute la reconnaissance vocale se fait par Alexa dans le cloud, mais l'exécution des intentions se fait par un back-end, et ce back-end, il peut être fourni par Amazon, musique, météo, etc., ou Mmh. fourni par un développeur tiers. Et c'est là que Lambda rentre en place. D'accord. Qu'est-ce que fait Alexa quand elle a détecté que cette intention-là, c'est pas pour moi, c'est pour une application third party. Par exemple, j'ai installé l'application, je vais prendre un exemple réel, je sais pas si c'est en France, mais en UK en tout cas, Just Eat, qui est comme Deliveroo et Uber Eats, etc., un service de Mmh. livraison de repas à Ancien domicile. Allo Resto. Ouais, c'est ça. Je peux dire Alexa, demande à Just Eat de recommander la même chose que la fois passée. Parce que c'est trop compliqué de faire une commande complète avec toutes les options, etc. Donc, Mmh. ils ont fait des use cases super simples au départ. Donc là, Alexa comprend, à travers le mécanisme que j'ai expliqué, que le back-end, c'est celui de Just Eat, et donc Alexa va appeler une API sur Just Eat pour faire une réalisation
de cette intention. Ça veut dire quoi une réalisation de cette intention? Dans le cas de mon exemple, c'est voir qui je suis, voir quelle était ma dernière commande, quel restaurant, et replacer la même commande au même restaurant, et puis peut-être m'envoyer une notification qui dit que ma commande a été prise. Mmh. D'accord? Cette implémentation, elle peut se faire n'importe où, sur une machine on-prem, sur un laptop, sur leur data center. C'est une API. Il faut juste exposer une API REST. Qu'elle soit Mais il faut que cette disponible. API, elle soit tout le temps disponible, 24 sur 24, 7 jours sur 7, etc. Et Mmh. donc, un des moyens d'exposer une API très facilement, c'est Lambda, c'est ce qu'on disait avant. Et donc, il y a une intégration native entre Alexa et Lambda. On peut utiliser Alexa comme source d'événements pour une fonction Lambda. Ce qui me permet à moi, développeur, de ne pas devoir me soucier de l'infrastructure pour s'assurer que mon API Alexa soit disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Alexa appelle ma fonction lambda et j'implémente ma fonctionnalité, ma skill dans une fonction lambda. Par exemple, moi, j'ai fait une skill qui permet de raconter des blagues à Toto. Tu dis Alexa, raconte-moi une blague à Toto ou une blague à tonton, je sais plus comment ça s'appelle. Mmh. C'était il y a Mmh. déjà quelques années, mais c'est toujours là. Et chaque fois que quelqu'un demande ça à Alexa, au fait, ma fonction lambda est appelée. J'ai une petite base de données, c'est un fichier JSON avec toutes les blagues qu'Alexa connaît. Elle en prend Mmh. une au hasard et elle répond avec la blague. J'ai fait une autre skill qui permet de jouer une web radio dont je m'occupe. Tu dis Alexa, c'est une radio avec de la musique des années 80 qui s'appelle Maxi 80. Tu dis Alexa, démarre Maxi 80. Il y a une fonction lambda à moi sur mon compte qui va recevoir l'intention jouer de la musique, etc. Et je lui renvoie à Alexa le stream, l'URL du stream Maxi 80. Après, c'est à l'appareil qui joue de streamer le son. Voilà, ça c'est une skill Alexa. Et voilà comment ça fonctionne avec Lambda. D'accord, bah, merci. Comme ça permet d'avoir un cas d'usage et je voulais savoir, imaginons qu'on est, par exemple sur Alexa, que je voudrais avoir quelque chose de plus complexe au niveau des actions. Est-ce qu'il existe un service justement, je crois qu'il s'appelle qui permettait d'enchaîner les différentes lambdas? Est-ce qu'il pourrait Oui, rentrer dedans? alors ça c'est super important aussi parce que c'est bien d'avoir une Lambda. Mmh. C'est bien de réagir à des événements. Il y a un message qui arrive dans une queue, il y a un fichier qui arrive sur S3, il y a quelqu'un qui parle à Alexa, il y a quelqu'un qui appelle une API Gateway. Ça, ce sont des événements. Mais très souvent, vous voulez faire des choses plus compliquées que ça. Il faut coordonner plusieurs lambdas pour Mmh. arriver à faire quelque chose ou coordonner différents systèmes. Il faut orchestrer. Il faut un orchestrateur de fonctions. Et vous pouvez voir des fonctions lambda comme des briques de base, des Lego. Et à un moment, avec les Lego, on veut faire une voiture, on veut faire une maison. Il faut que quelqu'un coordonne l'utilisation de ça. Et donc, on a lancé un service il y a quelques années qui s'appelle Step Function. Step Function, c'est un engin de workflow. Donc, il est Mmh. capable de faire deux choses. Il est capable de passer d'un état à un autre. C'est la base d'un engin de workflow. Et il est capable Mmh. de se souvenir de données entre deux états. Donc, il prend la sortie d'un état et il les stocke de façon permanente de manière à appeler, à passer ces La données de sortie prochaine. d'un état en entrée du prochain état. Et si jamais l'état il fonctionne pas, il n'est pas là, il n'est pas disponible ou quoi, il est capable de réessayer plusieurs fois avant de faire un timeout. Donc il y a un aspect stateful, un workflow très très stateful, là où une lambda Mmh. va plutôt être stateless. Stateless. Dès qu'on a de la logique, imagine, alors exemple typique qu'on connaît bien chez Amazon, checkout dans un site d'e-commerce. Mmh. Euh, j'ai mon panier, je dois accéder au panier, je dois accéder au paiement, valider la carte, je dois placer l'ordre auprès des fulfillment centers, donc des entrepôts de données, peut-être vérifier la disponibilité en stock. Donc il y a tout un graphe d'activités où on sent bien qu'il faut faire. Il faut envoyer un mail à la personne une fois que c'est confirmé. Il y a Tout un certaines process. activités. Il y a un process, exactement. Il y a certaines activités qui sont synchrones, il y en a qui sont asynchrones. Envoyer l'ordre au warehouse, à l'entrepôt, ou préparer la livraison et déjà générer l'étiquette de livraison pour le transporteur, ça c'est asynchrone. Le paiement c'est plutôt synchrone, je dois attendre, savoir quand même que le paiement est passé ou pas avant de passer à la suite. Mmh. Et il y a des choses qui peuvent se faire en parallèle, il y en a où il faut attendre que la condition A et B et C soient remplies avant de passer à la D. On peut imaginer ça comme un graphe, hein, c'est vraiment ça d'ailleurs, c'est comme ça qu'on le développe. Et puis il faut un engin capable d'exécuter ce workflow, c'est-à-dire de passer à l'étape 1, lancer l'étape A et B en parallèle, attendre, passer à la C ensuite, etc. Ça c'est Step Function. Donc Step Function, c'est un orchestrateur de workflow stateful
très grande échelle. On peut lancer des milliers de workflows en parallèle qui, à la base, étaient vraiment vus comme j'appelle des fonctions lambda et je coordonne des fonctions lambda, mais au fait, il peut Mhm. appeler n'importe quelle API. On peut maintenant directement, depuis Step Function, appeler une API DynamoDB et aller mettre l'output d'une fonction lambda directement dans DynamoDB sans code. On revient sur le zéro Ah, code dont on avait parlé. Donc, il y a plus de 140 services qui sont intégrables directement depuis Step Function. Et un des services, c'est Lambda. Donc, si on a des choses compliquées à faire, on peut déclencher du code. Ça va déclencher une fonction Lambda, synchrone ou asynchrone. Puis, des mhm. choses plus simples, on peut appeler directement un ELB, une API Gateway, un S3, un DynamoDB, etc., etc., etc. Il y a des fonctions de contrôle, de structure, des if, then, else pour des branches. Il y a des loops, on peut boucler sur certains trucs. Donc, c'est de la programmation, mais ça se fait visuellement en drag and drop. Et en dessous, ça génère une définition de workshop, du workflow qui est en JSON et qui sera exécuté. Alors là aussi, à reInvent cette année, il y avait une nouveauté, Mhm. parce que un use case assez fréquent dans Step Function, c'est dire je dois traiter tous les fichiers qu'il y a dans un bucket S3, par exemple, ou je dois Mhm. traiter toutes les lignes qu'il y a dans une base de données. Et donc, on avait un composant qu'on appelait map, qui permet d'itérer sur une source de données. Ma source de données, c'est mon bucket S3 et je vais itérer. Et le composant map, tel qu'il était implémenté, il était relativement limité avec 20 exécutions en parallèle, pas plus. Donc, Mhm. imaginez que vous liez 1 million d'objets à traiter dans S3. Ouais, 20 exécutions en parallèle, ça peut prendre beaucoup de temps. Beaucoup de c'est temps. un peu long. Et donc, on a lancé une nouvelle version de Distributed Map, une espèce de Distributed Map 2.0, où il n'y a plus de limite. Plus de limite ou attends, je dois vérifier. En tout cas, la limite est beaucoup plus élevée, en tout cas, Mhm. d'exécution en parallèle, de manière justement à pouvoir traiter c'est 10 000 exécutions en parallèle, par exemple. Donc, 10 10 000 000. exécutions en parallèle. Et puis, bon, si vous avez plus de 10 000 objets dans votre bucket S3, c'est une loupe qui peut relancer 10 000 exécutions après et 10 000 exécutions après. Enfin, bon, 10 000, c'est déjà beaucoup, beaucoup. Et donc, on a une nouvelle version donc, de ce composant map qui s'appelle Distributed Map, qui est vraiment conçu pour le traitement à grande échelle de données en parallèle. Et donc, ça, c'est juste une case de votre workflow. Si tu imagines ton workflow, le distributed map, c'est une action, comme appeler une lambda serait une action. Appeler distributed map, qui va lancer 10 000 trucs en parallèle, c'est une étape de l'exécution d'un workflow. Ah, mais j'avoue, c'est énorme. Ce qui fait qu'en effet, on peut dessiner un workflow et ce qui fait qu'au final, on peut faire tout un processus en serverless, quasiment, avec plusieurs lambda imbriqués. Bien sûr, on peut implémenter un système entier en serverless aujourd'hui. Le système, la combinaison lambda, Step Function et peut-être un troisième dont on n'a pas encore parlé qui s'appelle Event Bridge, qui est un bus d'événements. En gros, on peut poster un événement sur le bus et on peut avoir des subscribers qui s'abonnent à des événements, qui veulent être prévenus quand il y a un événement d'un certain type qui se déclenche. Mhm. La combinaison de ces trois choses-là fait qu'on peut construire des systèmes complexes aujourd'hui en serverless. Et l'exemple que j'ai envie de donner, c'est Starbucks en serverless. C'est une démo qu'on appelle Serverless Expresso et qu'on a fait au Summit AWS à Paris, qu'on a fait à reInvent. C'est un café avec des baristas qui servent des cafés. Mhm. Et il y a une application de prise de commande. Donc, les gens qui arrivent là-devant, ils scannent un QR code sur leur portable. Ils ont une application web de prise de commande. Ils choisissent le café qu'ils veulent, un latte, un machin, etc. Ils Mhm. La cliquent crème poste. fouettée, etc. Ça arrive dans une queue des commandes. Les baristas ont un iPad avec la liste des commandes et les numéros associés de commandes. Ils servent les commandes et puis quand c'est prêt, ils disent commande 42. Voilà. On aurait pu ajouter du paiement ici. On le fait gratuitement. C'est dans le cadre des conférences AWS. Mhm. Mais c'est tout le système de prise de commande et de livraison des ordres d'exécution au barista qui a été implémenté entièrement en serverless. Il n'y a pas une virtuelle machine qui tourne, il n'y a pas une base de données relationnelle à la papa traditionnelle qu'il faut démarrer, c'est du DynamoDB qui est derrière. Et tout ça, ça tourne pour quelques dollars par jour où on sert des milliers et des milliers de tasses de café aux participants des conférences AWS. Ah, comme quoi, ça donne à réfléchir à justement passer du côté serverless. Et parce qu'au niveau des coûts, on voit que c'est très intéressant. Au niveau de tout ce qui est fonctionnalité et autres, bah, du coup, ça peut permettre de faire beaucoup de choses. Donc, enfin, j'aimerais avoir ton avis dessus. Moi, je trouve que c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu
le futur du développement. Enfin, c'est mon avis, j'ai l'impression qu'on tend beaucoup vers là. Oui, le serverless et les systèmes drivés par des événements, des systèmes asynchrones, c'est vraiment une évolution de la manière dont on conçoit des applications. Alors, ça sera pas la seule et on va pas faire que ça dans le futur. J'ai un client qui disait, et j'aime bien le citer de temps en temps, c'est en informatique, les technologies ne disparaissent jamais. On fait encore du mainframe, COBOL aujourd'hui, on en fera encore dans 20 ans, ça va pas disparaître. Mmh. Et donc tout ce qu'on a appris en synchrone et en Java, ça va rester aussi. Mmh. Mais les gros systèmes qui fonctionnent à l'échelle et de façon extrêmement efficace en termes de coût également aujourd'hui, ce sont les systèmes serverless et event-driven, basés sur des événements. Alors de nouveau, un événement, ça peut être une commande qui arrive, ça peut être un message qui arrive dans une queue, etc. On parlait dans un autre épisode de ce podcast de la conférence AWS Reinvent, et il y a une des keynotes qui est faite par notre CTO, le docteur Werner Vogel, qui est CTO d'Amazon depuis plus de 20 ans, et qui a fait un film très amusant au début. Si vous regardez que les 2 premières minutes de la keynote, vous vous ferez plaisir. C'est une analogie, une parodie de De Matrix, Matrix. où il arrive dans un monde, c'est un petit film fait façon Hollywood, hein, avec des gros Mmh. moyens, etc., où il arrive dans un monde où il doit choisir entre un monde synchrone et un monde asynchrone. Il prend la pilule bleue, comme dans Matrix. Il se retrouve dans un mode synchrone où tout arrive une chose à la fois, et il fait la file à un restaurant où il y a une table où on sert un client à la fois, où tout est en synchrone. Il passe sa commande, il faut attendre que la commande soit exécutée avant qu'on vienne lui rapporter sa commande. L'exemple qu'on en parlait avant en préparant ce podcast, les frites, on les cuit une à la fois dans la friteuse, et puis une fois que les frites sont cuites, après on cuit la viande, et puis on prépare, parce que tout est... Et le monde n'est pas comme ça. Je reprends l'exemple de la prise de commande d'un café, c'est parfaitement asynchrone. Moi, client, j'interagis avec la personne qui prend ma commande, qui va lancer un événement au barista, qui lui, il faut faire ça, qui va s'accumuler dans une file d'attente d'événements parce qu'il en aura plusieurs, des cafés à faire. Une fois que ça sera fait, on passe au paiement. Le paiement est asynchrone aussi. Pendant que je fais le paiement par carte, la personne pourrait déjà, elle le fait pas par politesse, mais elle pourrait déjà commencer à prendre la commande du client suivant. Parfois, ils le font d'ailleurs. Et puis, il y a des notifications. Le barista est notifié chez Starbucks, c'est simplement les gobelets c'est une file d'attente physique de gobelets. Il prend le gobelet, il voit ce qui est marqué dessus, il le fait. Dans un système informatique, c'est une queue, sur AWS, c'est SQS, etc. Et puis, il y a une notification qui est faite au client quand la commande est prête. Seb, latte, c'est une notification. En informatique, c'est une push notification, c'est un message qu'on envoie, c'est un WebSocket, c'est un truc comme ça. Mais le monde dans lequel on vit est asynchrone. Donc, essayer de modéliser des processus synchrones sur de l'asynchrone, c'est difficile. Et c'est ce qu'on fait depuis 40 ans en informatique. Et je crois que les développeurs maintenant doivent vraiment penser asynchrone, et quel est l'événement qui déclenche mon process et quelles sont les notifications que mon process va déclencher. Et ces outils, Lambda, Step Function, sont idéaux. Sont des outils idéaux pour... J'ai un problème de grammaire française. Sont des outils idéaux pour, pour implémenter ce genre de système. Et seul l'asynchronisme peut amener le fault tolerance, peut amener la scalabilité. Fault tolerance, c'est la capacité de résister à une panne. Si jamais un système, imaginez que mon barista n'est plus capable de faire du café pendant quelques minutes, ben les commandes peuvent toujours rentrer, sa file d'attente va s'allonger, Dans la queue, la file de en effet. clients qui attendent les notifications va s'allonger aussi, mais le système ne s'arrête pas. C'est résilient. Et éventuellement, un autre barista peut prendre le relais. Une autre fonction lambda. Si mon premier host est mort ou quoi que ce soit, pour épuiser les messages qui sont dans la queue. Ou on peut scaler, on peut rappeler, hey, Didier, il y a beaucoup de monde, on a besoin de Jocelyn en caisse 4. C'est exactement ça. C'est du scaling horizontal basé sur des événements, sur l'observation de la taille d'une file d'attente, par exemple. Les deux messages de Werner dans sa keynote, c'était le monde est event-driven et asynchrone. Il donnait plein d'exemples. Donc, n'essayez pas de faire du synchrone sur de l'asynchrone. Et il donnait quelque chose, il aime bien les phrases choc aussi, et marquer les esprits, c'était « evolve or die », évoluer ou mourir. Je crois qu'il a raison. En tant que développeur, on doit se remettre en question. Toujours. Et comment est-ce que je peux faire? Et si on regarde une application... moi, je suis beaucoup dans les applications mobiles pour le moment. Une application mobile, c'est de l'event-driven. La partie
pure front, elle est drivée par les événements utilisateurs. C'est l'utilisateur qui a cliqué là, cliqué là, cliqué là. Ce sont des événements qui déclenchent des mini-portions de code ou des process côté back-end. J'ai confirmation d'un paiement, j'ai confirmation d'une livraison, etc., qui génèrent des push notifications. C'est très, très, très asynchrone, une application mobile. Tout à fait, hein. Et c'est vrai que le combiné de la synchronisme et des événements, c'est vraiment quelque chose qu'on voit beaucoup. On le voit aussi beaucoup aussi côté front avec, avec tous les frameworks qu'il y a, les différents événements qui sont lancés pour qu'il y ait différentes actions. C'est quelque chose vraiment qui est important. Et j'aimerais que tu puisses nous préciser justement quelques derniers mots concernant Event Bridge. Je sais qu'avant, on faisait nos différentes actions avec CloudWatch et ensuite Ouais. il y a une division qui s'est faite. Et au début, je me disais, bah pourquoi ils ont décidé de le laisser? Et justement, lors du re-event, j'avais appris que c'était devenu une sorte de event bus. Donc, il y avait la possibilité de pouvoir, de pouvoir faire un chemin au niveau des différents événements. Est-ce que Mhm. tu pourrais nous parler un peu plus pour que ce soit un peu plus clair pour nous, Event Bridge? Voilà. Ouais, il y a quelques années, AWS avait lancé un truc qui s'appelle CloudWatch Event. CloudWatch, c'est le système d'AWS de monitoring pour monitorer vos VM, vos load balancers, vos réseaux, vos disques, etc. Donc un truc très lié à l'infrastructure. Mais dans le cloud, l'infrastructure est programmable. Il y a des événements sur l'infrastructure. Il y a des VM qui démarrent, qui meurent, des file systems qui sont pleins, etc. Donc ça avait du sens de capturer des événements liés à l'infrastructure et de les publier. Et donc il y avait CloudWatch Event qui était là. Mais très vite, on s'est dit, oui, mais il n'y a pas que des événements d'infrastructure, on pourrait utiliser ça au niveau applicatif aussi. Moi, j'ai Mhm. fait une bonne partie de ma carrière, début des années 2000, fin des années 90, où on parlait de message bus, on parlait d'enterprise service bus, on parlait de EAI, d'enterprise application integration, où l'idée c'était de faire un grand bus d'entreprise où toutes les applications déversent leurs événements pour décorréler, découpler les applications les unes entre les autres. Il y a eu beaucoup de projets plus ou moins réussis d'ailleurs à cette époque-là, au sein pour toute l'informatique d'une société, mais également au sein des applications. Et donc très vite avec CloudWatch Event, on a étendu le scope de CloudWatch Event pour l'ouvrir également à des third parties. On pourrait imaginer qu'une application que moi je développe déverse un événement sur EventBridge, et puis que des applications tierces de partenaires, pensez à un ticketing system, un Zendesk par exemple, un Salesforce ou quoi, aillent se plugger sur EventBridge pour aller écouter des événements. Tiens, on parlait d'Amazon Connect dans un autre épisode du podcast. Tiens, il y a un client qui a appelé ma ligne de customer support. Et bien automatiquement, il y a un ticket qui est ouvert sur Zendesk, etc. Donc là, la portée, le scope de ce bus, c'est plus que de l'infrastructure, ce sont des messages applicatifs. Et donc, on en a fait un service séparé qui a grandi, et qui est un service par lui-même maintenant, qui s'appelle Amazon Event Bridge. CloudWatch Event, c'est toujours là, parce qu'on n'a pas l'habitude de déprécier des trucs. Mais si vous voulez faire de l'Event Bus, allez voir côté Event Bridge. Et Event Bridge, c'est quoi? C'est un bus de données. Donc, c'est un système qui va recevoir des événements de sources diverses, qui peuvent être infrastructures, mais qui peuvent être applicatives également, et qui va distribuer ces events à ceux qui se sont abonnés pour les écouter. Donc de l'autre côté, vous avez des applications qui souscrivent à EventBridge pour pouvoir dire voilà, si jamais il y a un event qui est publié qui parle de ça, donc où il y a des topics, où il y a tel mot-clé, etc., bah, préviens-moi, délivre-moi cet event. Comment on le délivre? Ça peut être par une queue, ça peut être un appel d'API, ça peut être des tas d'autres choses. Et donc ce qu'on a rajouté cette année, c'est la possibilité de transformer des événements aussi. Donc on a rajouté EventBridge Pipes. Si vous connaissez les pipes sur Unix, vous savez, dans Unix, vous avez des briques de base, des fonctions très simples, awk, sed, c'est pas très simple, awk, c'est compliqué, grep, etc. Mais l'output de l'un peut être l'input de l'autre, avec le caractère pipe, cette barre verticale que vous mettez entre. Ici, c'est exactement la même idée. Vous avez votre source d'event, vous pouvez avoir plusieurs briques, soit pour filtrer les events, donc réduire le scope, ou soit pour les enrichir, aller chercher des données complémentaires dans un autre système, le nom du client, son adresse email par exemple, et combiner tout ça jusqu'au target après, qui est la cible de délivrer. Donc pouvoir combiner plusieurs briques de base dans EventBridge pour filtrer et pour enrichir les clients. Les messages, pardon, jusqu'à la livraison au client. D'accord. En tout cas, merci. On a les clés, c'est-à-dire Lambda, ensuite Step Function, et troisièmement, EventBridge. EventBridge, ça c'est le cœur de votre infrastructure, c'est le corps du moteur avec votre code custom dans Lambda.
la logique d'orchestration, donc les process, les business process dans Step Function, et la communication entre les différentes parties. Si vous avez des SaaS externes, je parlais de Zendesk, Salesforce, etc., avec EventBridge. Et puis, n'oubliez pas que dans Step Function, vous pouvez aussi appeler des briques de base AWS directement sans écrire de code, et ça, c'est super puissant. Si vous devez interagir avec DynamoDB, par exemple, ça peut être une source ou une destination d'une action Step Function sans devoir écrire du code vous-même. Non, en tout cas, merci pour toutes ces informations. Je voudrais revenir sur un dernier petit sujet, mais ça, je pense que ce sera un développement très rapide. Sur une des dernières choses sur lesquelles tu as travaillé entre la liaison de tout ce qui est CI/CD et Mac. Est-ce que tu pourrais nous faire une petite très Ouais, rapidement pour que c'est mon truc du moment, ça. Je travaille beaucoup sur... On a des Mac dans le cloud. c'est des Mac. Ouais, Entendez donc bien des Mac. Ah ouais. EC2, c'est pas uniquement Linux et Windows, c'est Mac OS aussi. Ça tourne depuis un peu plus d'un an maintenant, avec même des Mac M1, un peu plus de 2 ans maintenant, avec même des Mac M1 depuis plus d'un an. Et pourquoi est-ce qu'on fait des Mac dans le cloud? C'est pour les grandes entreprises qui ont des fermes de Mac pour construire leurs applications iOS. Si vous devez déployer une application iOS sur l'App Store, Mhm. vous devez, c'est la politique d'Apple, la builder sur un Mac parce que voilà, tous les outils sont sur Mac. Donc il faut la compilation, les tests, la signature du code se fait sur Mac. Il faut Xcode, qui est l'outil de développement d'Apple pour pouvoir faire ça. Donc si vous faites du natif, en tout cas, si vous faites du React Native ou du Flutter, si vous avez quand même besoin de Mac pour la partie signature du code. Et Mhm. donc pour les grandes entreprises, avoir 5, 6, 10, 100 Mac sur une étagère gérés eux-mêmes dans le data center, c'est un coût, c'est un risque, ça rentre pas dans leur check de compliance, etc. Et donc ils préfèrent avoir ces Mac dans le cloud parce qu'ils ont déjà des contrats avec AWS, ils ont déjà des manières de procurement, ils ont déjà des politiques de sécurité. Et grâce à la technologie de virtualisation AWS qui s'appelle Nitro, donc qui est une technologie hardware et software d'hyperviseur, on a pu relativement facilement mettre des Mac comme instance EC2. Donc elles se pluguent sur des réseaux VPC, il y a des security groups, il y a des Mhm. EMI, il y a un volume EBS, on boot à partir d'un volume EBS. Donc toutes les choses qu'on aime bien sur EC2, on les retrouve sur le Mac finalement. La seule différence, c'est que c'est une question de licence en plus, c'est même pas un besoin technique. C'est un dedicated host, c'est-à-dire c'est un Mac mini physiquement dans nos data centers qui est réservé pour vous. Il n'y a pas de virtual machine, vous avez tout le Mac mini pour vous. C'est quelque chose que vous pouvez faire avec Linux et Windows également, réserver un host physique pour vous. Donc c'est pas nouveau non plus spécifique au Mac. Au Mac, c'est le Mhm. seul moyen. Il n'y a pas de VM sur Mac. C'est Mhm. du host physique et c'est un problème de licence d'utilisation de macOS avec Apple. C'est pas une limitation technique de notre côté. On pourrait imaginer des VM plus tard. Donc oui, il y a moyen d'avoir, avec les mêmes API, la même console d'administration, les mêmes scripts CDK ou CloudFormation, démarrer 100 Mac dans le cloud, comme ça, et puis y avoir accès en SSH, et puis faire vos scripts de build, de test, de signature, ce qui relève certains challenges, parce que typiquement, les développeurs build et testent à partir d'une interface graphique. On se connecte en console, on a un Ouais, tout écran, à un fait. clavier, une Voilà. souris, on Surtout démarre Mac. Xcode, et Xcode fait des tas de trucs tout à fait magiques derrière la scène, derrière le capot, sans vous le dire. Et quand vous vous retrouvez juste avec SSH et rien d'autre, votre Mac, il se comporte pas exactement de la même façon, notamment sur la gestion des secrets, stockage des keychains, des clés de signature, etc. Les permissions, c'est très, très, très différent si on est juste en SSH. Et donc, voilà, je travaille beaucoup là-dessus. J'aide des clients à mettre en place leur chaîne de CI/CD avec GitLab ou avec GitHub ou même Jenkins dans le cloud. Et on peut en parler dans un autre épisode, si tu veux. On peut parler que de ça pendant 1 heure, très facilement. Ah, je pense que justement, hein, ce sera une très bonne occasion de pouvoir discuter de tout ça. Et en tout cas, merci pour ce podcast d'aujourd'hui où on a pu beaucoup discuter de la lambda. Et étant donné que tu nous as donné beaucoup d'explications, donc en tout cas, moi j'ai adoré, si jamais on voulait te retrouver, qu'est-ce que Ah tu oui. fais? Voilà, exactement. Et où est-ce qu'on peut te retrouver? Des blogs, des podcasts? Les deux en général, et Twitter aussi, SEBSTO, SebSto, SEBSTO sur Twitter. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je réponds à tous mes messages en DM s'ils sont bien intentionnés. Je bloque rarement les gens, donc Soyez gentils. ne soyez pas timides. Sur LinkedIn, évidemment, j'écris beaucoup de blogs, AWS News, donc le fameux blog de
Jeff Barr qui annonce les nouveautés à AWS. Je fais partie de la petite équipe qui écrit un ou deux blogs par mois. Enfin, moi, un ou deux blogs par mois, chacun en fait. En général, c'est un ou deux blogs par semaine que vous avez là pour expliquer des nouveautés AWS. Et puis, il y a un podcast AWS en français aussi, si vous voulez savoir comment nos clients utilisent le cloud, le retour d'expérience, entendre parler de use case parfois énormes, de boîtes du CAC 40, parfois tout petits, de développeurs indépendants. C'est une bonne source également d'inspiration ou pour apprendre des choses sur AWS. Et tous les vendredis matins, c'est dans toutes les applications de podcast, normalement. C'est parfait, merci. Donc, vous avez l'info. Si vous avez adoré le côté pédagogique et toutes les informations données, n'hésitez pas à aller faire un tour justement sur les différents moyens, les différents médias qu'utilise Sébastien. Et nous, de notre côté, encore merci Sébastien pour tout. Ça va être la fin de ce podcast et on vous retrouve très bientôt pour un autre podcast avec Because de Kaibi que vous pouvez retrouver justement sur toutes les autres plateformes. Merci beaucoup et bonne soirée ou bonne journée à tous. Au revoir. Le podcast est maintenant terminé. Merci de l'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes.